Un millionnaire a donné 500 € à une pauvre petite fille sans abri pour qu'elle achète à manger. Mais le lendemain, il est resté choqué en la voyant sur la tombe de son fils. L'air était tranchant cet après-midi-là à Lyon, le genre de froid qui s'insinue sous les manteaux et colore les joues d'un rouge ardent. Les feuilles mortes, tourbillonnant dans les rues pavées du vieux Lyon, rappelaient à François Lemaître que l'automne ne pardonnait rien, ni au corps, ni à l'âme. Ce jour-là, comme tant d'autres depuis la perte de son fils unique, il marchait sans but réel, errant entre les ruelles historiques, espérant peut-être que le mouvement du monde autour de lui suffirait à lui faire oublier le vide qu'il portait. À 63 ans, François avait tout ce que la plupart des hommes convoitent. Une fortune accumulée grâce à des décennies d'investissements judicieux, une maison élégante à Fourvière avec vue sur la ville et une réputation irréprochable dans les cercles économiques. Mais tout cela n'avait plus de saveur depuis que Julien, son fils adoré, s'était éteint après une longue maladie, laissant derrière lui une maison silencieuse et un père éteint. Ce jour-là, ses pas le menèrent jusqu'à la rue Saint-Jean. L'odeur du pain frais et des viennoiseries s'échappait d'une petite boulangerie au volet bleu que François connaissait bien. Il s'arrêta, plus par habitude que par faim. Mais ce ne fut ni l'odeur, ni le souvenir du croissant encore tiède qui retint son attention. C'était une enfant, petite, frêle, vêtue d'un manteau trop grand pour elle et visiblement sale. Elle était pieds nus, ses orteils rougis par le froid et fixaient avec intensité les pâtisseries derrière la vitre. Il resta un moment à l'observer, troublé par le contraste entre l'innocence de ce regard et la dureté de sa condition. Elle n'avait pas plus de 8 ans, peut-être 9. Ses cheveux blonds étaient emmêlés, son visage portait les marques de la rue, mais ses yeux, d'un vert intense, brillaient d'une vie que François croyait disparue du monde. Il s'approcha lentement, sans trop savoir pourquoi. Peut-être était-ce le souvenir de Julien, ou simplement le besoin irrésistible de rompre sa solitude, ne serait-ce qu'un instant. « Tu as faim ?» demanda-t-il doucement. La petite tourna lentement la tête vers lui. Elle ne sembla pas effrayée, juste surprise que quelqu'un lui adresse la parole. « Un peu », répondit-elle, après une hésitation. François s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Le vent soulevait légèrement les mèches de cheveux de l'enfant. Il remarqua ses joues creusées et les petites plaies sur ses mains. « Comment tu t'appelles ?»« Élise », murmura-t-elle. Il fouilla dans sa poche intérieure et sortit son portefeuille. Il n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de faire, ni pourquoi. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne supportait pas de la voir ainsi, tremblante et affamée. « Prends ceci », dit-il en lui tendant un billet de 500 €. « Va t'acheter à manger, des vêtements chauds. Et des chaussures, surtout. Tu ne peux pas rester pieds nus comme ça. » Élise hésita. Elle prit le billet avec lenteur, comme si elle craignait qu'il disparaisse. Puis, ses yeux se levèrent envers lui. Ce n'était pas de la reconnaissance qu'il y vit, ni simplement de la surprise. Il y avait une profondeur, une tristesse ancienne, mais aussi quelque chose d'indéfinissable. Un lien, une émotion sourde, presque douloureuse. « Merci », dit-elle enfin d'une voix cassée. François se redressa, gêné soudainement par le regard de passants curieux. Il lui fit un signe de tête, comme pour clore l'échange, puis s'éloigna sans se retourner. Mais à mesure qu'il marchait, une sensation étrange s'insinua en lui. Ce n'était pas la pitié ni la satisfaction d'avoir aidé. C'était autre chose. Une impression persistante que cette rencontre n'était pas fortuite, que quelque chose, quelque part, venait de basculer dans son existence. Le soir venu, alors qu'il s'installait dans son fauteuil préféré face à la cheminée éteinte, François repensa à ses yeux verts, à cette petite main tremblante prenant le billet, et il sut, sans savoir pourquoi, qu'il retournerait là-bas dès le lendemain. Le lendemain matin, François se réveilla avec un poids étrange sur la poitrine. Ce n'était ni douleur physique, ni angoisse véritable, mais une forme de tension intérieure, comme un rappel muet que quelque chose restait en suspens. Le visage d'Élise lui était revenu en rêve, et ses yeux verts, remplis de mystère, semblaient lui avoir parlé au-delà des mots. Il prit un petit déjeuner sommaire, enfila son manteau de laine et sortit, guidé par une impulsion qu'il ne tenta même pas de rationaliser. La rue Saint-Jean était plus animée que la veille. Les commerçants s'affairaient à ouvrir leurs boutiques, les touristes photographiaient les bâtisses anciennes et l'odeur du pain frais flottait encore dans l'air. François balaya du regard la devanture de la boulangerie, espérant y revoir la silhouette frêle d'Élise. Mais elle n'y était pas.
Un pincement de déception le traversa. Il entra tout de même acheter un pain au chocolat qu'il n'avait pas mangé depuis des années. En ressortant, il observa les alentours avec attention. À quelques pas de là, une ruelle étroite bordée de vieux murs semblait mener à un passage moins fréquenté. Poussé par une intuition, il s'y engagea. Rien. Pas de trace de la fillette. Il resta là un moment immobile avant de rebrousser chemin. Sur le trajet du retour, il ne cessait de repasser leur échange dans sa tête, la façon dont elle avait pris le billet, sa voix timide, presque cassée, et surtout ce regard. Ce regard portait une histoire. Il le sentait. Plus tard dans la journée, alors qu'il tentait de se concentrer sur ses dossiers financiers dans son bureau austère, il reçut un appel qui le laissa pensif. Son notaire lui confirmait que les comptes étaient stables, les investissements solides, tout allait bien. Mais François n'avait plus aucun intérêt pour ces mots. Ce qui l'obsédait, c'était l'idée que cet argent, sa fortune si rigoureusement accumulée, n'avait jamais apporté de véritable consolation à sa douleur. Pourtant, un simple billet donné à une enfant inconnue lui avait procuré un étrange soulagement, comme un baume léger sur une plaie ancienne. En fin d'après-midi, il décida de retourner dans le quartier. Il se posta de nouveau près de la boulangerie, scrutant les passants. Et puis, enfin, il la vit. Elle marchait lentement, tenant un petit sac en papier contre sa poitrine, vêtue d'un manteau usé mais propre, et chaussée de bottines visiblement trop grandes pour elle, mais en bon état. Elle mangeait un croissant à petites bouchées, comme si chaque miette avait une valeur inestimable. Il s'approcha doucement. « Élise ?» Elle se retourna, surprise, mais ne parut pas effrayée. Elle le reconnut immédiatement. « Bonjour, monsieur. Tu as trouvé de quoi manger ?» demanda-t-il avec douceur. Elle hocha la tête. « J'ai acheté du pain, des biscuits, un manteau et des chaussures. Il reste encore un peu d'argent. » François remarqua alors que ses joues avaient repris un peu de couleur. Elle semblait moins fragile qu'hier, mais toujours aussi perdue. « Tu dors où ?» Elle baissa les yeux. Il s'agenouilla de nouveau, posant une main légère sur son épaule. « Tu n'as pas de famille ?»« Non, murmura-t-elle. Maman est partie au ciel. Papa, je ne sais pas. » Ces mots, prononcés avec une résignation bien trop adulte, le frappèrent en plein cœur. Il voulut parler, mais aucun mot ne venait. Il sortit une autre liasse de billets, puis se ravisa. Ce n'était pas de l'argent qu'il voulait lui offrir, c'était plus que cela. « Tu veux qu'on aille boire un chocolat chaud ?» proposa-t-il, la voix enrouée. Élise hésita longuement. Puis, timidement, elle acquiesça. Ils s'installèrent dans un petit café à 2 rues de là. Le serveur les observa avec étonnement, mais ne posa aucune question. François commanda 2 chocolats et un pain d'épices. Élise regardait autour d'elle avec fascination, comme si elle entrait dans un monde inconnu. Elle toucha la nappe, les couverts, le bol fumant, avec une délicatesse presque sacrée. Pendant qu'elle buvait à petites gorgées, François l'observait. Elle parlait peu, mais chaque mot était pesé. Il apprit qu'elle errait de foyer en foyer, parfois seule dans la rue, qu'elle fuyait certains adultes, mais faisait confiance à d'autres, comme un animal blessé qui reconnaît l'instinct. Et pourtant, malgré tout, elle ne se plaignait jamais. Elle parlait avec simplicité, sans demander quoi que ce soit, comme si elle ne s'autorisait plus à espérer. Quand ils sortirent du café, la nuit tombait. François voulait lui proposer un hôtel, un toit, quelque chose, mais elle s'éclipsa en lui lançant simplement « Merci, monsieur François ». Il resta seul dans la rue, bouleversé. Elle connaissait son prénom. Il ne lui avait jamais dit. Dès l'aube suivante, François était déjà debout. Il n'avait presque pas dormi, perturbé par la dernière phrase d'Élise. Comment avait-elle su son prénom? Il avait repassé en boucle leur conversation, s'était demandé s'il s'était présenté sans s'en rendre compte, mais rien ne collait. Et puis cette façon qu'elle avait de disparaître, presque sans bruit. Cela lui rappelait des souvenirs enfouis, des sensations qu'il ne parvenait pas à nommer. Déterminé, il retourna rue Saint-Jean dès 8 heures du matin. Le quartier s'éveillait lentement, les volets grinçaient, les rideaux s'ouvraient, les premiers clients entraient dans les commerces. Il se posta devant la même boulangerie, observant chaque visage, chaque silhouette. Il attendit longtemps, les mains dans les poches de son manteau, les yeux fixant l'endroit où elle s'était tenue 2 jours plus tôt. Mais Élise ne vint pas. Il se mit à marcher dans les rues adjacentes, interrogeant d'un ton poli les commerçants. À la librairie d'en face, une vieille dame lui dit « Ne jamais avoir vu d'enfant rôder ». Au petit supermarché, le caissier haussa les épaules, affirmant qu'aucune fillette n'était venue acheter quoi que ce soit avec un gros billet récemment.
Un fleuriste, plus attentif, se souvint peut-être d'une enfant seule qui avait demandé le prix d'un bouquet, mais ne put en dire davantage. Chaque réponse le plongeait un peu plus dans la frustration. Le midi arriva sans aucune trace d'Élise. François prit un déjeuner rapide dans un bistrot en angle. Il mangea mécaniquement, les pensées ailleurs. Pourquoi cela le troublait-il autant? Il avait croisé des misères humaines durant toute sa vie. Il avait signé des chèques pour des associations, participé à des galas caritatifs, mais jamais cela ne l'avait autant remué. Il se mit à douter. Peut-être avait-elle fui volontairement, croyant qu'il voulait quelque chose en retour. Peut-être avait-elle menti, utilisé l'argent pour disparaître. Il se surprit à se sentir trahi, puis immédiatement honteux de ce sentiment. Elle était une enfant seule. L'après-midi, il retourna dans le quartier, cette fois en prenant son temps. Il observa les moindres recoins, les bouches de métro, les bancs, les cages d'escalier. Il descendit même jusqu'au quai de Saône, espérant croiser une petite silhouette familière. Rien. Il entra dans un foyer d'accueil situé dans une rue parallèle. L'employé de l'accueil, une femme aux cheveux courts et au regard durci par l'expérience, l'écouta avec attention. « Vous dites qu'elle s'appelle Élise? Petite, blonde, yeux clairs ?» François hocha la tête avec espoir. « Cela pourrait correspondre à plusieurs profils, répondit-elle. On a beaucoup d'enfants qui circulent, qui entrent et sortent, mais une petite seule, dans la rue, on ne la laisse pas longtemps sans surveillance. A-t-elle parlé d'un foyer en particulier? Non. Elle m'a juste dit que sa mère était décédée et qu'elle ne savait pas où était son père. L'assistante sociale griffonna quelques mots sur un carnet, mais son expression restait réservée. Vous pouvez me laisser votre numéro. Si elle revient ou si j'en entends parler, je vous appelle. François quitta le foyer avec un goût amer dans la bouche. La ville semblait immense tout à coup, cruelle, impénétrable. Le soir, il erra encore un moment, incapable de rentrer chez lui. Il longea des ruelles sombres, écouta des bruits de pas furtifs, des rires d'enfants au loin. Chaque visage d'enfant qu'il croisait lui semblait être un mirage. Rentré chez lui, il s'installa dans le salon, alluma la lampe à abat-jour près de son fauteuil préféré. Il prit le journal, tenta de lire, mais les mots dansaient. Son regard se porta sur une photo ancienne posée sur la cheminée. Julien, à 9 ans, avec un sourire éclatant, les bras autour du cou de sa mère, décédée depuis longtemps. Leurs regards étaient vifs, aimants, sans ombre. Il se leva, saisit la photo et s'assit de nouveau. Il la contempla longtemps. Puis, sans savoir pourquoi, il murmura « Où es-tu, Élise ?» Aucune réponse, évidemment. Juste le silence, le tic-tac régulier de l'horloge murale et le sentiment de plus en plus oppressant que cette rencontre avait déclenché quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Le lendemain, il irait ailleurs, pas dans les rues, mais dans le seul endroit où il retournait encore par devoir, chaque semaine, là où reposait son fils. Peut-être y trouverait-il un signe. Comme chaque mercredi depuis près de 3 ans, François monta la colline de Fourvière en direction du cimetière de Loyasse. Le chemin, bordé de cyprès silencieux et de bancs désertés, lui était devenu familier, presque rituel. Il n'y allait pas pour parler, ni même pour se recueillir véritablement. C'était un geste muet, automatique, une manière de rester en contact avec la seule personne qui lui avait donné un sens à la vie, son fils, Julien. Ce matin-là, pourtant, il avançait avec une tension nouvelle dans la poitrine. Il n'avait pas revu Élise depuis 3 jours, et son absence résonnait en lui comme un écho sourd, une question sans réponse. Le ciel était couvert, la lumière grise dessinait des ombres pâles entre les pierres tombales. Le vent sifflait faiblement entre les branches. En franchissant la grille du cimetière, il salua distraitement le gardien qui le reconnut d'un signe de tête. François prit le chemin de gravier blanc menant à l'allée où se trouvait la sépulture de son fils. Il ralentit à mesure qu'il approchait. Quelque chose n'allait pas. De loin, il vit une silhouette, petite, immobile, assise sur la pierre froide du tombeau. Il s'arrêta net, incapable de bouger pendant quelques secondes. Son cœur battait plus vite, ses mains se mirent à trembler. La silhouette se précisa. Une fillette, blonde, des bottines trop grandes, un manteau trop long. Élise. Elle était là, devant la tombe de Julien. Il avança lentement, le souffle court, comme si un fil invisible tirait son corps vers l'avant. Élise ne l'avait pas entendu. Elle était assise en tailleur, un vieux cahier posé sur ses genoux, une petite brassée de fleurs sauvages à côté d'elle.
Elle lisait à voix basse, absorbée, presque hypnotisée. François s'arrêta à quelques pas. Il n'osa pas parler. Il la regardait, fasciné, comme s'il assistait à une scène qu'il n'était pas censé voir. Le vent soulevait légèrement les pages du cahier. Sa voix douce récitait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Puis elle s'arrêta brusquement. Elle releva la tête, comme si elle avait senti sa présence. Elle se retourna. Leurs regards se croisèrent. « Monsieur François », dit-elle simplement. Il avança, lentement, s'agenouilla à côté d'elle. Il regarda la tombe, puis le cahier. « Qu'est-ce que tu lis » demanda-t-il d'une voix qu'il ne reconnaissait pas lui-même. Elle lui tendit le cahier sans dire un mot. C'était un vieux carnet à spirale, la couverture pliée, les bords effilochés. Il le prit entre ses mains tremblantes. Lorsqu'il ouvrit la première page, son souffle se coupa. Il reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de Julien. Son cœur se serra si fort qu'il crut qu'il allait tomber. Il tourna les pages lentement. Des pensées, des dessins, des fragments de chansons, des réflexions sur la maladie, la vie, la peur de partir. Des phrases simples mais poignantes, comme seules savent écrire les âmes trop jeunes confrontées à l'inéluctable. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-il, la voix rauque. « Quelqu'un l'a laissé près d'un foyer. Il y a plusieurs semaines, » répondit-elle. « Je l'ai reconnu. Je le connaissais. » François la regarda, abasourdi. « Tu connaissais mon fils ?» Elle hocha la tête, les yeux baissés. « On se voyait parfois près d'un grand bâtiment. Il me racontait des histoires, me posait des questions. Il me disait qu'il aimait parler avec moi parce que je n'étais pas comme les autres. » Un silence s'installa. François fixait le carnet, incapable d'articuler un mot. Chaque ligne lui faisait l'effet d'une lame fine, ravivant des souvenirs trop longtemps figés. « Il disait que je lui donnais de la lumière », ajouta Élise, presque en chuchotant. Une larme roula sur la joue de François. Il ne se souvenait pas de son fils mentionnant une amie. Julien avait toujours été discret sur sa souffrance. Peut-être voulait-il protéger son père, peut-être avait-il voulu garder ce petit trésor de vie pour lui seul. Il referma lentement le carnet, le tenant contre lui comme s'il craignait qu'il disparaisse. Puis il regarda Élise avec une intensité nouvelle. « Tu peux rester un moment » demanda-t-il. Elle acquiesça. Ils restèrent là côte à côte, dans le silence du cimetière, unis par un fil ténu, mais indestructible. L'enfant qu'il avait perdu. Et l'enfant qu'il venait peut-être de trouver. François n'était jamais resté aussi longtemps au cimetière. Le froid semblait s'être adouci autour d'eux, ou peut-être était-ce la présence d'Élise qui avait suspendu le temps. Lorsqu'ils quittèrent enfin la tombe de Julien, la lumière grise du matin s'était dissipée, laissant place à un pâle rayon de soleil qui filtrait à travers les branches dénudées. Ils marchèrent en silence jusqu'à l'entrée du cimetière. François gardait le carnet de Julien fermement contre lui, comme s'il avait peur que le moindre souffle de vent ne l'emporte. Élise marchait à ses côtés, ses petites bottines claquant légèrement sur le gravier. Une part de lui aurait voulu la questionner sur tout de suite, mais il comprenait intuitivement que précipiter les choses ne ferait que refermer ce mince pont qu'ils avaient recommencé à bâtir. « Tu veux venir chez moi un moment » demanda-t-il enfin, une fois arrivé au portail. Elle parut hésiter. Son regard, d'abord fuyant, se planta finalement dans le sien, comme si elle cherchait une trace de danger, un motif de méfiance. Mais elle ne vit qu'un homme fatigué, bouleversé et étrangement sincère. « D'accord », murmura-t-elle. Ils prirent un taxi. Durant le trajet, François observait Élise par le reflet de la vitre. Elle tenait son sac de toile contre elle, les yeux fixés sur le paysage urbain. Il se demandait ce qu'elle voyait, ce qu'elle pensait. Lorsqu'ils arrivèrent devant sa maison, elle leva les yeux vers l'imposante façade de pierre. Elle resta immobile quelques secondes, avant de franchir timidement le portail. À l'intérieur, le silence régnait. Rien n'avait changé depuis la mort de Julien. La chambre de son fils était restée intacte, figée dans un éternel « à bientôt » qui ne viendrait jamais. François fit entrer Élise dans le salon et l'installa dans un fauteuil trop grand pour elle. Il apporta du chocolat chaud, des biscuits, et déposa le carnet sur la table basse. « Est-ce que tu veux m'en dire plus » demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis hocha la tête. « Je l'ai rencontré près d'un bâtiment grand, tout en verre. Il s'asseyait parfois dehors, avec une couverture. Il m'a dit qu'il s'échappait de sa chambre quand les médecins n'étaient pas là. On parlait des oiseaux, des étoiles, de musique. Il écrivait beaucoup. Il disait que ça l'aidait à ne pas avoir peur. » François l'écoutait, le cœur serré.
Julien lui avait souvent parlé de ses escapades mentales, de ses rêveries, mais jamais il n'avait mentionné ses sorties physiques, ni cette petite complice. « Il m'a offert ce cahier un jour », raconta-t-elle. Il l'avait caché dans une boîte près du banc où on se retrouvait. Il m'a dit que si je ne le revoyais plus, je devais le garder parce qu'il y avait des choses importantes dedans. Elle se pencha, ouvrit le carnet à une page précise et la lut à voix haute. Je ne sais pas si je reverrai Élise, mais elle est le seul vrai sourire que j'ai eu ces dernières semaines. Elle comprend sans poser de questions. Je crois qu'elle est plus forte que moi. François sentit un vertige. Il se souvenait de ce banc, de cet endroit précis à côté de l'hôpital. Il se souvenait de la couverture, des après-midi où Julien insistait pour qu'on le laisse seul. À l'époque, il pensait que son fils voulait juste écrire. Il n'avait jamais imaginé qu'il avait trouvé une amie, une confidente. « Tu savais qu'il était malade ?» demanda-t-il. « Oui, mais il ne voulait pas qu'on en parle. Alors je parlais d'autre chose. Des nuages, de mes rêves. Il riait parfois. C'était beau. » Le silence s'installa de nouveau. François ouvrit le carnet au hasard. Il tomba sur un dessin simple, une silhouette d'enfant tenant une étoile dans la main. En bas, une inscription. « Pour Élise, gardienne de lumière ». Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il se retint. Il caressa doucement la page du carnet, puis regarda Élise. Il ne savait pas quoi dire. Comment remercier une enfant d'avoir apporté un peu de vie à son fils mourant? Comment dire merci quand les mots semblaient petits, dérisoires, face à ce qu'elle avait été pour Julien? « Tu veux rester ici un peu ?» proposa-t-il enfin. Elle hocha la tête, puis pour la première fois esquissa un vrai sourire. Juste un peu, ce juste un peu allait tout changer. François le sentait, même s'il ne comprenait pas encore pourquoi. Il savait simplement que le carnet n'était pas qu'un souvenir. C'était une clé, une porte entr'ouverte vers ce que Julien avait laissé derrière lui. Le soir tombait doucement sur la colline de Fourvière, projetant des ombres allongées sur les murs silencieux de la maison Lemaître. François était resté dans le salon, le carnet de Julien ouvert devant lui, relisant certaines pages à voix basse, comme pour conjurer un souvenir trop lointain. Élise dormait à l'étage, sur un lit improvisé dans l'ancienne chambre d'amis. Il avait hésité à l'installer là, mais quelque chose en lui refusait de l'éloigner de cet espace devenu soudain vivant. Il tourna une page du carnet. Les mots de Julien sautaient aux yeux avec une fraîcheur douloureuse. Elle s'appelle Élise. Je ne sais pas où elle vit, je ne sais même pas si elle a une maison. Mais elle revient toujours. Quand je la vois, j'oublie que je suis en train de mourir. François sentit sa gorge se nouer. Il n'y avait aucune mention d'elle dans leur conversation, aucune allusion dans les lettres du médecin, aucune note dans les dossiers médicaux. Et pourtant, elle avait été là, constante, importante, inoubliable. Il se leva, prit le carnet avec lui et monta lentement à l'étage. La porte de la chambre était entr'ouverte. Il jeta un œil discret. Élise était enroulée dans une couverture, profondément endormie. Sa respiration était calme, régulière. Un bras dépassait du drap, la paume ouverte vers le plafond, comme celle de Julien lorsqu'il était enfant. Le lendemain matin, François se rendit au centre hospitalier où Julien avait été suivi. Le bâtiment de verre évoqué par Élise lui apparut d'un coup sous un angle nouveau. Il ne s'agissait pas simplement d'un hôpital. C'était le théâtre discret de cette amitié secrète. Il se présenta à l'accueil, demanda à consulter les archives de son fils. Il avait toujours eu accès à ces documents, mais il n'en avait jamais lu chaque ligne avec autant d'attention. L'infirmière-chef, une femme au regard doux, reconnut immédiatement son nom. « Votre fils, Julien, n'est-ce pas? Un garçon calme, très poli. Il écrivait beaucoup. Il était très discret, presque trop. Est-ce que vous avez noté s'il quittait souvent sa chambre ?» Elle hésita puis consulta un fichier sur son ordinateur. Il y a eu quelques mentions de sorties autorisées sous surveillance légère, mais rien de particulier. Pourquoi cette question? François hésita puis montra le carnet. Il parlait d'une amie, une petite fille. Il l'aurait rencontrée non loin d'ici. L'infirmière fronça les sourcils. « Vous savez, il y avait une époque où les enfants du quartier venaient traîner près de l'esplanade derrière le bâtiment. On avait interdit l'accès à cause des travaux, mais certains passaient quand même. Peut-être qu'ils la voyaient là. » François remercia, mais la réponse restait incomplète. Il alla jusqu'à l'arrière du bâtiment. L'esplanade était toujours là, bien qu'un peu plus sécurisée. Il s'approcha du banc près des arbres. Et là, sous le banc, entre deux pierres, une boîte métallique rouillée.
Il l'ouvrit. Vide. Mais l'intérieur portait une inscription griffonnée au feutre noir. « Élise, pour toi. Signé J. » Il s'assit, ferma les yeux, visualisa son fils assis ici, grelottant peut-être, parlant à une enfant solitaire qui lui donnait la force de tenir un jour de plus. Et soudain, tout devint clair. Ce n'était pas un hasard si elle avait trouvé ce carnet. Pas un hasard si elle connaissait son prénom. Julien ne l'avait pas oublié. Il lui avait confié une part de lui-même. Le soir, de retour à la maison, François raconta à Élise ce qu'il avait trouvé. Elle écouta sans l'interrompre, assise sur le tapis, les genoux repliés contre elle. Puis, d'une voix presque inaudible, elle dit « Il m'avait promis qu'il ne m'oublierait jamais. Il a tenu sa promesse. » François la regarda longtemps. Elle ne pleurait pas. Mais dans ses yeux, une émotion vibrante, contenue, semblait témoigner de tout ce qu'elle avait vécu. Il comprit à cet instant que leur lien n'était pas né d'un caprice du destin. Il avait été tissé patiemment, dans le silence, la douleur et cette étrange lumière qu'on appelle l'espoir. Il posa une main sur son épaule. Elle ne recula pas. « Élise, est-ce que tu veux rester ici quelque temps ?» demanda-t-il enfin. Elle hocha la tête. Pas un mot de plus. Ce simple mouvement suffisait. Les jours suivants, une nouvelle routine s'installa dans la maison silencieuse de François. Chaque matin, Élise descendait les escaliers en chaussettes, le carnet de Julien serré contre elle comme un talisman. Elle mangeait avec une lenteur mesurée, regardant tout autour d'elle comme si chaque objet portait une mémoire qu'elle ne voulait pas déranger. François l'observait, parlant peu, mais l'écoutant toujours. Elle racontait parfois des souvenirs de Julien, des phrases qu'il disait, des histoires inventées à deux. Et plus elle parlait, plus il sentait le besoin de comprendre ce que personne n'avait su voir à l'époque. Il décida alors d'aller plus loin. Il voulait retracer les pas de son fils, vérifier ce qu'il avait manqué, retrouver des témoins de cette relation clandestine entre un garçon malade et une enfant sans foyer. Il commença par retourner au centre hospitalier, cette fois avec plus de fermeté. Il rencontra l'archiviste du service pédiatrique, un homme méthodique au regard neutre, qui l'autorisa à consulter les journaux d'entrée et sortit de la chambre de Julien. Pendant des heures, François recopia les horaires, les mentions des traitements, les visites autorisées. Il y avait effectivement des plages horaires floues, des après-midi entiers où aucune présence adulte n'était notée. Julien, malgré son état, avait quitté sa chambre. Cela aurait dû être impossible. Pourtant, à plusieurs reprises, son absence n'avait pas été enregistrée. François chercha à rencontrer les infirmiers et aides-soignants qui l'avaient suivi. Certains avaient été mutés, d'autres étaient en congé, mais il finit par retrouver un jeune homme nommé Maxime, qui se souvenait très bien de Julien. C'était un garçon très calme, poli, trop calme même. Il écrivait sans cesse. Je l'ai surpris une fois dans le couloir en train d'enfiler un pull. « Il vous a dit où il allait ?» demanda François. « Non, il m'a juste souri. Je l'ai laissé faire. À l'époque, on pensait qu'il avait besoin d'air. Il n'était pas en danger immédiat. Alors, j'ai laissé passer. Savez-vous s'il voyait quelqu'un à l'extérieur ?» Maxime secoua la tête. « Non, il était très secret. Mais maintenant que vous en parlez, il revenait parfois avec les joues rouges, comme s'il avait ri. C'était étrange vu son état. Peut-être qu'il avait un secret, une raison de tenir. » François quitta l'hôpital avec plus de questions que de réponses. Mais chaque bribe d'information ajoutait une pièce au puzzle. Son fils avait vécu des moments qu'il n'avait partagés avec personne, et cela lui donnait une étrange forme de joie. Julien n'avait pas été uniquement un malade, enfermé dans une chambre. Il avait eu des instants de liberté, de lien, de lumière. De retour chez lui, il trouva Élise dans le jardin, assise sur l'herbe. Elle dessinait à la craie sur le sol, concentrée. Il s'approcha. C'était une scène simple, 2 enfants assis sur un banc. Autour d'eux, des étoiles, un chat et une boîte. Il reconnut tout. Le banc de l'hôpital, le carnet, l'écharpe que Julien portait souvent. « C'était notre monde à nous », dit-elle sans le regarder. François s'agenouilla près d'elle. « Tu te souviens de tout ?»« Pas de tout, mais des choses importantes, oui. Il m'a appris à regarder le ciel même quand j'avais faim, à chanter même quand j'avais peur. » Il posa une main sur son dos. « Et moi, je n'ai rien vu, rien compris. » Élise tourna la tête vers lui. « Parfois, on ne voit que ce qu'on croit être important. » Julien, il n'en voulait pas à personne. Il voulait juste vivre un peu,
avec ce qu'il avait. Cette phrase résonna en François comme une gifle douce mais implacable. Il avait passé sa vie à chercher à contrôler les chiffres, les assurances, les investissements. Et il n'avait pas su voir que son fils cherchait seulement un peu de bonheur entre les marges de sa maladie. Il se releva, décidé. Il irait plus loin. Il parlerait avec les services sociaux, chercherait les traces administratives d'Élise. Il voulait savoir d'où elle venait, ce qu'elle avait traversé. Ce lien entre elle et Julien n'était pas un hasard. Il était devenu le point central d'une vie qu'il croyait finie. Le soir venu, il s'installa de nouveau avec elle dans le salon. Ils relurent quelques passages du carnet, éclairés par la lampe à abat-jour. Et quand elle monta se coucher, il resta seul, le carnet ouvert sur ses genoux. Il écrivait rarement. Mais ce soir-là, il ajouta une ligne à la dernière page. « Julien, je te retrouve à travers elle. Merci de m'avoir laissé une porte ouverte. » Les jours qui suivirent furent empreints d'une tension discrète. François, désormais habité par un sentiment d'urgence qu'il n'aurait su définir, décida de franchir une nouvelle étape, comprendre d'où venait Élise. Il n'était plus seulement question d'une enfant mystérieuse liée à son fils disparu. Il voulait connaître la vérité sur elle et peut-être lui offrir un futur. Il prit contact avec les services sociaux de la ville. Grâce à ses connexions personnelles et à sa position dans les hautes sphères lyonnaises, il obtint un rendez-vous rapide avec une assistante sociale expérimentée, Madame Fournier. La femme, la cinquantaine sévère mais attentive, l'accueillit dans un bureau sobre, rempli de dossiers et d'affiches sur les droits de l'enfant. « Vous dites que la fillette s'appelle Élise, blonde, yeux verts, environ 8 ou 9 ans ?» demanda-t-elle en consultant son ordinateur. « Oui, elle a vécu dans la rue ou dans des foyers. Elle ne parle pas beaucoup de son passé, mais je crois qu'elle a traversé des choses très dures. » Madame Fournier tapa quelques mots sur son clavier, puis resta silencieuse un instant. « Il y a une Élise, Élise Chevalier, née à Marseille mais signalée à Lyon après la disparition de son père. La mère est décédée dans un incendie domestique. La fillette a été placée dans un foyer à Villeurbanne, mais elle s'est enfuie à plusieurs reprises. On la considérait comme instable, difficile à suivre. Les rapports indiquent une tendance à l'isolement, à la fugue, jusqu'à ce qu'elle disparaisse totalement des radars il y a environ 2 mois. François sentit son cœur se serrer. 2 mois. C'est à peu près au moment où elle a rencontré mon fils. Madame Fournier hocha la tête. Elle a survécu seule. Un vrai miracle, vu la période. Beaucoup d'enfants dans sa situation finissent dans les réseaux de mendicité, ou pire. Elle fit défiler les documents sur l'écran, puis imprima une fiche. Elle tendit le papier à François. « Voilà tout ce que nous avons. Mais dites-moi, pourquoi vous intéressez-vous à elle ?» François hésita, puis répondit sans détour, « Mon fils est mort, il y a 3 ans. Il était malade. Dans ces derniers mois, il a rencontré Élise. Elle lui a donné un souffle de vie, un réconfort que je n'ai su lui offrir. Je crois qu'elle l'a aidé à partir sans peur. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a encore besoin d'aide, elle aussi. » Madame Fournier le regarda longuement, puis adoucit légèrement sa voix. « Ce genre d'enfants, ils ne font jamais confiance facilement. Si elle reste avec vous, c'est qu'elle a vu quelque chose que personne d'autre ne lui a montré. Ne la trahissez pas. » François repartit avec le dossier d'Élise sous le bras. Chaque ligne du document résonnait comme un coup de marteau. Incendie, perte de la mère, disparition du père soupçonné d'abandon, fugue répétée, suspicion de maltraitance dans un foyer, une vie marquée par les absences, la douleur, le silence. De retour à la maison, il trouva Élise dans la cuisine, occupée à verser du lait dans un bol trop grand. Elle leva les yeux vers lui avec une lueur timide. Il s'approcha, posa doucement le dossier sur la table, mais ne dit rien. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle. Il s'assit face à elle. « J'ai parlé à une dame, une assistante sociale. Elle m'a dit des choses. Sur toi, je ne veux rien te forcer à dire. Mais si tu veux m'en parler, je suis là. » Élise ne répondit pas tout de suite. Elle fixa la nappe, puis ses doigts, qu'elle croisa nerveusement. Enfin, d'une voix brisée, elle lâcha. « Maman est morte quand j'avais 6 ans. Elle m'avait dit de ne jamais jouer avec le feu. Mais j'ai allumé une bougie pendant qu'elle dormait. Et tout a brûlé. Papa m'a dit que c'était ma faute. Il est parti le lendemain. » François sentit sa gorge se nouer. Il voulut la contredire, lui dire qu'elle n'était qu'une enfant, qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée.
Mais il comprit que ce serait vain. Ce genre de culpabilité ne disparaît pas avec des paroles. Il fallait du temps et de la présence. Et après les foyers, je fuyais. Il criait, on m'enfermait. J'avais juste besoin de silence. Puis, j'ai trouvé le banc. Et lui. Elle ne prononça pas le nom de Julien, mais François le ressentit dans chaque mot. Ce lien tissé dans les marges de deux vies brisées avait sauvé quelque chose en chacun d'eux. Il se leva, contourna la table et l'enlaça doucement. Elle se laissa faire, sans un mot, les yeux ouverts dans le vide. Ce soir-là, ils relurent ensemble un autre passage du carnet. Puis Élise alla se coucher sans parler davantage. François resta un long moment seul, fixant la photo de Julien sur la cheminée. Il comprenait maintenant que le passé d'Élise, si lourd et douloureux, était intimement lié à la lumière qu'elle avait apportée à Julien, et que le seul avenir possible, pour elle comme pour lui, passait par une reconstruction patiente, à deux. Le carnet de Julien, depuis qu'il avait été retrouvé, ne quittait presque plus les mains de François. Chaque soir, après qu'Élise s'endormait, il reprenait sa lecture là où il l'avait laissée, relisant certains passages à voix basse, comme pour en extraire des vérités qu'il avait ignorées. Ce qui autrefois lui semblait être de simples élucubrations d'un enfant malade, prenait désormais une signification nouvelle, presque sacrée. Un soir, il tomba sur une page qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Le coin était légèrement replié, comme si Julien avait voulu la marquer pour quelqu'un d'autre. Le texte était court mais percutant. Il y a une chanson qu'elle fredonne toujours. Elle dit que c'est pour ne pas pleurer. Elle la chante mal, mais ça me fait rire. Je crois que tant qu'elle chante, rien de mauvais ne peut vraiment arriver. François s'arrêta net. Ce détail, cette chanson, cela lui semblait familier. Le lendemain matin, il en parla à Élise, alors qu'elle tartinait du beurre sur une tranche de brioche grillée. « Tu chantais une chanson à Julien ?» Elle hocha timidement la tête. « Une que maman chantait. Je la chantais quand j'étais triste. Julien disait que ça lui donnait chaud au ventre. Tu peux me la fredonner ?» Elle hésita. Puis, très lentement, elle entonna quelques notes. La mélodie était simple, un air de berceuse ancienne, presque oublié. François sentit une émotion violente monter en lui. Il l'avait entendue il y a longtemps. Sa femme la chantait parfois à Julien quand il était petit. Ce n'était pas une chanson moderne, mais une comptine traditionnelle que lui-même avait oubliée. Il comprit alors que Julien, même dans ses derniers mois, avait porté en lui des souvenirs de sa mère, et que cet enfant, par une étrange magie du destin, les avait réveillés. Élise ne l'avait pas seulement consolé. Elle avait rallumé en lui une flamme éteinte depuis longtemps. Plus tard dans la journée, François retourna dans la chambre de Julien. Il n'y était presque jamais allé depuis la mort de son fils. Tout était figé, les livres sur l'étagère, les jouets rangés avec soin, le bureau avec des feuilles restées inachevées. Il ouvrit les tiroirs, toucha les objets. Puis il trouva un petit carnet noir, différent de celui qu'il connaissait déjà. À l'intérieur, des dessins. Des esquisses d'un visage d'enfant, toujours le même. Une silhouette fine, les cheveux emmêlés, souvent pieds nus. Sur une page, une phrase « Je ne connais pas son nom de famille, mais si un jour quelqu'un la retrouve, dites-lui qu'elle m'a sauvé. » François referma le carnet avec une lenteur presque douloureuse. Il était évident maintenant que Julien n'avait pas vécu ses derniers jours dans la résignation. Il s'était accroché à Élise comme à une étoile filante dans la nuit. Il l'avait dessinée, pensée, aimée d'une façon pure, profonde, loin de toute forme d'oubli. Il descendit retrouver Élise, qui lisait un livre sur le canapé. Il lui tendit le carnet noir. « C'est toi ici, dit-il simplement. » Elle le prit avec douceur. Elle feuilleta les pages, ses doigts tremblant à peine. Je me souviens quand il dessinait. Il me disait qu'il n'arrivait jamais à faire mes yeux comme il voulait. Elle releva la tête. Mais là, il a réussi. Un silence s'installa. François s'assit à côté d'elle. Il ne parlait pas beaucoup, mais dans ces silences, il y avait désormais une densité, un partage presque instinctif. « Tu sais, Élise, dit-il au bout d'un moment, tu as été bien plus qu'une passante dans sa vie. Tu lui as offert une amitié que personne n'a su voir. Et moi, je crois que tu es en train de m'offrir une seconde chance. » Elle ne répondit pas. Elle se rapprocha simplement, posa sa tête contre son bras. Ils restèrent ainsi un long moment. Ce soir-là, François écrivit à nouveau dans le carnet de Julien, entre les dernières pages. Une phrase simple. « Tu as été sauvé par une étoile que tu as reconnue dans la nuit. Moi aussi, je commence à la voir.
L'automne touchait à sa fin, et avec lui, la douceur précaire qui avait enveloppé François depuis la rencontre avec Élise. Les jours se faisaient plus courts, le ciel plus bas, comme si la ville entière respirait plus lentement. Pourtant, dans la maison de Pierre, un cœur recommençait à battre. Pas seulement celui d'Élise, mais aussi celui de François, à sa manière. Mais avec ce renouveau, venait aussi le poids du passé. Un soir, alors qu'il rangeait les affaires dans la chambre de Julien, François tomba sur une vieille boîte en bois qu'il n'avait jamais ouverte depuis le décès de son fils. Elle était glissée au fond d'un tiroir, derrière quelques livres empoussiérés. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une collection de dessins, de lettres jamais envoyées et un dictaphone usé. Il hésita longuement avant de presser le bouton de lecture. La voix de Julien, plus jeune, plus vive, emplit la pièce. « Papa, aujourd'hui je suis sorti encore. Je t'ai vu passer devant l'hôpital au téléphone. Tu n'as pas levé les yeux. Je voulais courir vers toi te dire que j'allais bien. Mais je crois que tu n'aurais pas vu. Tu es toujours occupé. Peut-être que c'est mieux comme ça. Moi j'ai Élise maintenant. » La voix s'arrêta brusquement, remplacée par un silence pesant. François resta figé, le dictaphone dans la main. Cette phrase, ces mots, ils le frappèrent avec une brutalité inédite. Il se souvenait parfaitement de ce jour. Il avait eu une réunion importante, un appel crucial à passer. Il avait croisé l'hôpital sans s'y arrêter, persuadé que son fils était en soins, alité. Mais Julien l'avait vu, et il avait renoncé à l'appeler. Un torrent de culpabilité monta en lui. Tout ce qu'il croyait avoir fait pour protéger Julien, les meilleurs traitements, les médecins renommés, les conditions de vie les plus sûres, avait été érigé comme une forteresse de verre, hermétique à la seule chose que l'enfant réclamait vraiment, sa présence, son regard, son écoute. Ce soir-là, François ne descendit pas dîner. Élise frappa doucement à sa porte, inquiète. Il lui répondit qu'il était fatigué. Elle n'insista pas, mais il savait qu'elle sentait tout. Sa sensibilité n'était pas celle d'une enfant ordinaire. Elle percevait les silences comme d'autres lisent des mots. Le lendemain, il se rendit au cimetière, seul. Il resta longtemps devant la tombe de Julien, le dictaphone dans la main, le regard perdu. « Je t'ai trahi, murmura-t-il. Je croyais bien faire. Je croyais te sauver à coups de décision, de rendez-vous. Mais j'étais ailleurs. Je ne t'ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. » Il s'assit, la tête entre les mains, comme écrasé par le poids de sa propre absence. Le vent secouait faiblement les feuilles mortes autour de lui, comme pour l'envelopper sans le juger. Il repensa à Élise, à sa résilience, à la manière dont elle s'était infiltrée dans le quotidien sans faire de bruit, comme un murmure qui finit par habiter tout l'espace. Elle n'avait rien demandé. Et pourtant, elle portait la mémoire vivante de son fils. Elle était le seul témoignage humain de ce que Julien avait vécu en silence. Ce soir-là, en rentrant, il ne monta pas dans sa chambre. Il s'assit à côté d'Élise, qui dessinait un oiseau sur une feuille blanche. « Je ne t'ai pas encore demandé, dit-il. Comment tu es venu au cimetière ce jour-là, celui où je t'ai revu ?» Elle posa son crayon, le regardant longuement avant de répondre. « Je n'étais jamais allé là-bas. Mais j'ai eu un rêve. Julien était là. Il me disait de venir. Il me montrait un endroit. Alors je suis venu, et j'ai trouvé sa tombe. Je l'ai reconnu à cause de ton nom. » François ferma les yeux. Il ne croyait pas aux signes, ni aux rêves prophétiques. Mais quelque chose dans la voix d'Élise l'empêchait d'en douter. Julien l'avait guidé d'une manière ou d'une autre. Il posa une main sur la sienne. « J'ai été un mauvais père, Élise. Pas cruel, juste absent. Mais je veux essayer d'être quelqu'un de mieux pour toi. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis lentement, elle dit « Tu n'étais pas là pour Julien. Mais tu es là maintenant, ça compte. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, François alluma la cheminée. Le bois craqua doucement. Élise s'endormit sur le canapé, un livre contre son ventre. Il la regarda dormir longuement. Dans la pénombre, il comprit que son chemin de rédemption ne passerait pas par des gestes grandioses, mais par des actes simples, répétés, sincères. Il ne pourrait jamais réparer ce qui avait été brisé, mais il pouvait construire autre chose, avec elle. Les semaines qui suivirent se déroulèrent dans une étrange harmonie. La maison, jadis prisonnière du silence et de la mémoire, semblait avoir été doucement réveillée par les pas légers d'Élise, ses dessins colorés accrochés au mur et ses silences habités. François, transformé par les découvertes récentes,
commençait à comprendre que l'amour ne se manifestait pas uniquement dans les grandes déclarations, mais dans la constance d'un regard, la patience d'une écoute, la chaleur d'une présence. Un matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, François remarqua que la lumière traversait la cuisine différemment. Il réalisa que les rideaux avaient été déplacés et que sur la table, au lieu des habituelles assiettes vides, il y avait un petit dessin d'Élise représentant 3 personnages, un homme, une fille et un enfant aux ailes dorées. Il sentit ses yeux picoter. Il plia doucement le papier et le glissa dans sa poche sans un mot. Ce jour-là, il prit une décision. Il allait proposer quelque chose à Élise, un choix, une invitation à briser le cycle de l'errance. Il l'amena avec lui en voiture, sans dire où ils allaient. Ils roulèrent en silence pendant près de 20 minutes, longeant les rives de la Saône, puis s'engageant sur une route plus étroite, bordée de platanes. Enfin, ils arrivèrent devant une grande maison aux volets fermés, entourée d'un jardin envahi par les herbes hautes. « C'est ici que j'ai grandi », dit François en coupant le moteur. Élise descendit sans dire un mot, observant l'endroit. L'air était différent. Il y avait une odeur de terre, de bois humides, de souvenirs endormis. François ouvrit le portail, fit grincer la porte d'entrée, et ils pénétrèrent dans une bâtisse figée dans le temps. Le mobilier était couvert de draps blancs. La poussière dansait dans les raies de lumière, mais sous cette couche d'abandon, on devinait encore les éclats d'une vie ancienne. « C'est ici que Julien a passé ses premiers étés, » dit-il. « C'est ici qu'il a appris à marcher, à dessiner, à rêver. » Élise regardait autour d'elle avec une attention presque religieuse. Elle touchait les murs, les poignées de porte, les cadres accrochés de travers. « Pourquoi on est venu ici ?» demanda-t-elle. François s'agenouilla devant elle, sortit un trousseau de clés de sa poche et les posa doucement dans sa main. « Parce que je voulais te demander si tu voulais rester ici un temps, ou peut-être y vivre, si tu veux. » Élise resta muette, fixant les clés comme si elles étaient trop lourdes pour ses doigts. Puis, lentement, elle leva les yeux vers lui. « Tu veux que je reste ici? Toute seule? »« Non. Avec moi, si tu acceptes. » Un long silence suivit. Puis elle répondit d'une voix presque inaudible. « Et si je casse quelque chose? Alors on le recollera ensemble. » Elle hocha la tête. Ce simple mouvement signifiait plus que 1000 paroles. Dans les jours suivants, ils commencèrent à nettoyer la maison. François fit appel à une entreprise pour les réparations essentielles, mais la décoration fut laissée entre les mains d'Élise. Elle choisit les couleurs, dessina des croquis de chaque pièce, transforma le salon en un espace lumineux où les rires commencèrent peu à peu à résonner. Elle accrocha ses dessins au mur, chaque image devenant une fenêtre vers son monde intérieur. Un matin, elle demanda s'il pouvait lui construire une cabane dans le jardin. Le soir même, ils dressaient ensemble une petite structure en bois, maladroite mais solide, décorée de guirlandes et de tissus colorés. François la regardait évoluer avec une admiration silencieuse. Elle n'avait jamais demandé de jouets ni de vêtements neufs. Ce qu'elle bâtissait, c'était un nid, un endroit sûr, une promesse d'ancrage. Un après-midi, alors qu'ils repeignaient ensemble une étagère, Élise s'arrêta et dit, les yeux fixés sur le pinceau, « Tu crois que Julien aurait aimé ça ?» François sourit tristement. « Je crois qu'il aurait adoré. Il aurait voulu être là, et d'une certaine façon, je crois qu'il l'est. » Elle ne répondit pas, mais son regard brilla un peu plus fort. Dans la chambre d'amis, devenue peu à peu la sienne, elle accrocha au mur une photo de Julien trouvée dans une des boîtes. Dessous, elle écrivit « Mon ami du ciel ». Et dans le salon, elle accrocha un nouveau dessin. Un arbre immense aux racines profondes, sur lequel était perché un garçon aux cheveux châtains et une petite fille pieds nus. Le froid de l'hiver approchait, mais dans la grande maison rénovée, la chaleur n'était plus seulement celle des radiateurs ou de la cheminée. C'était une chaleur vivante, humaine, faite de repas partagés, de silences remplis, de regards qui en disaient plus que des mots. La vie recommençait lentement, dans un lieu qui avait été figé par le deuil et la solitude. François, fidèle à sa promesse, entama les démarches légales pour adopter Élise. Il ne voulait plus qu'elle vive dans l'incertitude, dans cet entre-deux d'enfants de passage. Il voulait qu'elle ait un nom complet, une sécurité, un ancrage. Les procédures étaient longues, complexes, mais son nom et sa réputation facilitèrent certaines étapes. Il engagea un avocat spécialisé qui l'accompagna dans la constitution du dossier, prouvant la stabilité financière, l'environnement favorable et surtout le lien affectif déjà solide entre eux.
Élise, elle, restait silencieuse au sujet de l'adoption pendant les premières semaines. Elle semblait accepter les changements sans les commenter, comme si elle craignait de les troubler par des mots mal placés. Mais François comprenait que sous son calme se cachait une attente vigilante, une peur ancienne de l'abandon. Pour l'aider à traverser cette nouvelle étape, il fit appel à une psychologue spécialisée en traumatismes infantiles. Madame Brémond, une femme au regard doux et à la voix posée, vint à domicile 2 fois par semaine. Elle ne força jamais Élise à parler. Elle s'assit avec elle, dessinait, lisait des histoires, et peu à peu, gagna sa confiance. Un jour, Élise entra dans le bureau de François, tenant une feuille de papier à la main. Elle la posa doucement sur son bureau. « J'ai fait un arbre généalogique, dit-elle simplement. » Il prit la feuille. À côté de son nom, elle avait dessiné celui de Julien, relié par un arc, et au-dessus le sien, François. À la base, un cœur rouge entourait leurs 3 prénoms. « Est-ce que c'est comme ça que ça marche ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur lui. Il sentit ses yeux s'humidifier. « C'est exactement comme ça que ça marche. » À partir de ce jour, elle commença à parler davantage, à raconter Julien. Non plus seulement leurs jeux ou leurs promenades secrètes, mais ses pensées, ses peurs, ses confidences. Il m'avait dit une fois qu'il ne voulait pas que tu sois triste tout le temps. Il pensait que tu étais un bon père, mais trop silencieux. Il disait que tu avais enfermé ton cœur avec une clé que même lui n'avait pas. Et toi, tu l'as ouverte, murmura François. Elle acquiesça, sans fierté ni orgueil, juste la conscience d'avoir accompli quelque chose d'essentiel. Les journées prenaient un rythme nouveau. Le matin, Élise allait à l'école du quartier, où une directrice bienveillante accepta son inscription anticipée en classe d'adaptation. Les premiers jours furent difficiles. Elle restait isolée, silencieuse. Mais un instituteur attentif, M. Claret, remarqua rapidement ses talents en dessin et lui proposa de participer à un projet d'affiche pour la fête de fin d'année. Elle revint un jour avec un sourire discret et un crayon vert à la main. « Le maître a dit que je pouvais faire le décor de la pièce de théâtre. »« Il a du goût, » répondit François. Le soir, elle racontait les répliques, les scènes, les amis qu'elle commençait à se faire. François, de son côté, recommença à lire, à écouter de la musique, à ouvrir les volets tôt. Il se surprenait parfois à siffloter, à rire, des gestes qui avaient disparu depuis longtemps. La psychologue nota ces changements lors de son dernier rapport. « Ce que vous êtes en train de construire, dit-elle à François, ce n'est pas une réparation, c'est une nouvelle fondation. » Il comprit la différence. Ce n'était pas un pansement sur une plaie, c'était une renaissance, non pas malgré le passé, mais avec lui. Un matin, ils décidèrent de réaménager la chambre de Julien, non pas pour l'effacer, mais pour en faire un lieu de mémoire douce. Ils gardèrent quelques objets, des dessins, ses livres préférés. Élise accrocha une photo d'eux qu'elle avait dessinée de mémoire. Dessous, elle écrivit « Merci, Julien ». François ajouta un cadre avec une phrase manuscrite qu'il avait trouvée dans le carnet « Le vrai courage, c'est d'aimer encore, même quand on a peur ». Et ainsi, la maison devint ce qu'elle n'avait jamais été vraiment, un refuge pour 2 êtres brisés qui avaient choisi de se reconstruire ensemble. L'adoption fut validée au début du printemps suivant. Le juge, ému par le dossier et le lien visible entre eux, prononça la décision dans une audience rapide. François Lemaître devenait officiellement le tuteur légal d'Élise Chevalier. Mais dans leur cœur, cette adoption avait eu lieu bien avant. Le printemps arriva à Lyon avec une douceur inattendue. Les magnolias fleurissaient dans les parcs, les rires des enfants résonnaient à nouveau dans les rues, et les fenêtres s'ouvraient sur des promesses d'air frais et de renouveau. Dans la maison de François, les signes de ce changement étaient visibles partout. Des dessins accrochés dans l'escalier, des bottes pleines de boue devant la porte, un vase de fleurs fraîches sur la table de la cuisine. Mais ce jour-là, le 24 mars, n'était pas un jour comme les autres. C'était l'anniversaire de Julien. Depuis des semaines, François y pensait sans savoir comment l'aborder. Chaque année, cette date lui avait rappelé la perte, l'absence, l'impossible. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Ce jour ne marquait plus seulement la fin d'une vie. Il devenait aussi un point de rencontre entre ce qui avait été et ce qui était en train de naître. Ce matin-là, Élise se leva plus tôt que d'habitude. Elle portait une robe bleu ciel, choisie la veille avec soin. Dans ses mains, un bouquet de fleurs cueillies dans le jardin et un petit dessin roulé avec un ruban. François l'attendait dans le salon, vêtu sobrement. Ils se regardèrent sans mots, puis sortirent ensemble.
Ils marchèrent en silence à travers les ruelles de la vieille ville, puis prirent le funiculaire jusqu'à Fourvière. Le cimetière de Loyasse se dessinait au loin, calme, baigné de lumière. Les arbres frémissaient sous le vent, et les pierres blanches semblaient moins froides que d'habitude. Arrivés devant la tombe de Julien, ils s'arrêtèrent. François posa une main sur l'épaule d'Élise. Elle s'agenouilla, déposa les fleurs avec lenteur, puis déroula le dessin. On y voyait 3 figures. Un garçon aux cheveux châtains tenant une étoile, une fillette aux bottes trop grandes et un homme à lunettes, tous les 3 debout sous un arbre en fleurs. « Joyeux anniversaire, Julien !» dit-elle simplement. François sentit une bouffée d'air envahir sa poitrine. Pas une douleur, pas une tristesse, une paix, une forme de réconciliation intérieure. Il s'agenouilla à son tour, prit la main d'Élise et la serra fort. Il aurait pu dire tant de choses, mais aucune ne semblait nécessaire. Tout était là, dans ce geste, dans cette présence. Ils restèrent quelques instants, puis se relevèrent. En quittant le cimetière, Élise demanda « Tu crois qu'il nous voit ?» François réfléchit, puis répondit « Je crois qu'il vit à travers nous, dans ce qu'on devient, dans chaque rire que tu fais éclater ici. » Elle sourit. Ils descendirent la colline à pied, le soleil chauffant doucement leurs visages. Arrivé à la maison, François trouva un petit paquet posé sur son bureau. Élise l'avait laissé là plus tôt. À l'intérieur, un carnet vierge, identique à celui de Julien, accompagné d'un mot écrit avec soin. Pour commencer notre histoire. Il prit le carnet, le feuilleta, sentit son cœur battre un peu plus fort. Il s'assit, prit un stylo et écrivit la première ligne. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre printemps. Dans les jours qui suivirent, la vie reprit son cours, mais rien ne serait plus jamais comme avant. François n'était plus un homme replié dans son passé. Et Élise n'était plus une enfant invisible aux yeux du monde. Ensemble, ils formaient quelque chose de rare. Une famille née du hasard, de la douleur, mais surtout du choix. Les saisons viendraient et repartiraient, les souvenirs resteraient. Et les cicatrices, bien que présentes, seraient doucement recouvertes par les rires, les mots tendres, les silences partagés. Et chaque 24 mars, ils reviendraient au même endroit, non plus pour pleurer, mais pour se souvenir avec gratitude.